Alors, avant de découvrir le lauréat du prix Parole de Patient, eh bien, nous allons vous présenter le jury. Le jury qui est composé de 10 personnalités, je crois, qui vont toutes vous être présentées par un film qui a été tourné bien, le soir de la délibération. Donc, vous allez pouvoir profiter de l'ambiance chaleureuse de ce moment. C'est toujours riche. De plus en plus littéraire. Ce sont des leçons de vie. Ça m'enrichit aussi. Le prix a peut-être créé un genre littéraire. En tant que médecin, j'ai appris énormément de choses. Moi, je raterais ça pour rien au monde. Quand on est confronté à la maladie ou au handicap, on est dans une forme de sincérité absolue et ça donne des récits qui sont vraiment pas comme les autres. Je reconnais vraiment mes lecteurs dans des histoires qu'ils ont vécues ou qui peuvent en tout cas les enrichir. Et moi, ça m'enrichit aussi. Il me semblait qu'il y avait la naissance d'un genre littéraire autour de la maladie, autour de l'hôpital, autour de cet univers un peu caché jusqu'à présent. Au début, ces livres me semblaient un peu lourds, mais à force d'en lire, j'ai apprécié parce que j'ai mieux abordé la maladie de façon plus sereine. J'ai été lauréat de ce prix en 2009 et quand on m'a demandé d'y participer, c'est avec plaisir que j'ai accepté pour voir un regard différent d'autres patients. On commence avec recevoir une pile de bouquins, on est complètement affolé de lire tout ça pendant l'été. Et finalement, on se laisse prendre au jeu, au jeu, au jeu. On s'enrichit de toutes ces histoires sensationnelles. Et puis, c'est quand même l'occasion aussi de primer quelqu'un qui a quelque chose dans le ventre et qui l'a vraiment bien dit. Moi, je raterais ça pour rien au monde. Pour avoir travaillé pendant des années dans le milieu de la biotechnologie, d'avoir été souvent confronté à des besoins de faire des tests ou d'être en milieu hospitalier pendant très longtemps, je me suis dit que c'était une très très bonne idée. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens peuvent faire de ces témoignages. C'est-à-dire qu'au-delà du témoignage journalistique brut, il y a souvent un travail de réappropriation, un travail d'écriture, de reconstruction de la réalité. Et pour moi, c'est très très intéressant et c'est très riche. Pendant les vacances, j'ai reçu 12 à 15 livres de patients, dont la moitié atteint de cancer. Il a fallu que je lise des livres sur la maladie pendant mes vacances. Et en fait, en tant que médecin, j'ai appris énormément de choses. Et ça fait 7 ans et je ne regrette pas. Ça m'a tout de suite passionnée parce que je suis psychologue. J'ai beaucoup travaillé auprès des personnes gravement malades et en fin de vie. Et donc, j'ai toujours eu le sentiment que les gens qui traversaient une épreuve, une maladie grave, qui approchait même de la mort ou qui la frôlaient, étaient des gens qui avaient des choses à nous apprendre. Ce sont des leçons de vie que nous recevons. Et qu'on les prime, je trouve ça formidable. Comme beaucoup d'années, cette année particulièrement, c'est toujours riche, c'est toujours dur à faire des choix, mais c'est intéressant et ça nous a permis de débattre pendant les premières soirées avant. C'était un choix super. Moi, je les ai tous en tête. Je les ai encore pour un moment, à mon avis. Et c'est bien. Et puis, quand je revois ceux de l'année dernière ou ceux d'avant, je me dis « Ah, mais oui, j'avais bien aimé aussi celui-là. » Donc, ils sont tous là, hein. Ils font partie de nous. C'est formidable. Je trouve que chaque année, on monte en gamme au niveau de la qualité de l'écriture. Il y a quand même 3 ou 4 ouvrages qui sont vraiment des grands livres. Et ça, je suis assez fière de faire partie de ce jury. Je suis de plus en plus sensible à la façon de parler de quelque chose de difficile avec humour et avec distance. Et je trouve que là, il y a eu quelques livres dans cette sélection qui mettent en avant cette façon de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a vécu. Comme tous les ans, il y a des livres qui sont un peu moins bons, qui vont peut-être pas avoir le prix, mais qui sont quand même très intéressants, enfin en tout cas pour moi. Et puis il y en a vraiment 2 ou 3 qui sont très très bien. On va se battre au niveau du jury pour chacun défendre le sien. Ce que je trouve intéressant, c'est de varier les modes de traitement. Et vraiment, ce prix, il est fort pour ça, parce qu'on a de la bande dessinée, on a du roman, on a du récit autobiographique. À chaque fois, on a plein de messages qui passent, mais de façon et sous des formes différentes. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a vraiment un genre littéraire. Ce genre s'impose, il explose.
Il se diversifie puisque maintenant nous avons des bandes dessinées, il y a des sites web, il y a des blogs, enfin bon, le genre a pris de l'ampleur et je suis frappé par la qualité littéraire et aussi par l'humour qui se dégage de beaucoup de récits et qui prouve que l'humour est aussi un moyen de lutter contre la maladie. Alors, nous allons appeler 2 membres de ce jury, Marie de Henzel et Claude Pinault, qui ont ensemble écrit un livre qui s'appelle « Le patient stratège » et dont ils vont nous parler tous les deux. Vous vous asseyez là. Pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre? Et en particulier tous les deux, peut-être. Je faisais partie du jury lorsque Claude a été primé pour son livre « Le syndrome du bocal ». Et ensuite, nous avons gardé une amitié, d'autant plus que lui-même a intégré ce jury. Et donc, ça fait déjà quelques années. Et nous avons pensé, enfin j'ai pensé, que ce serait intéressant d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire un tout petit livre, parce que c'est un petit livre qui fait 100 pages, pour aller au fond de ce que Claude avait fait pour contrer un diagnostic, un pronostic extrêmement défavorable, puisque un jour un médecin lui a dit « Eh bien, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, vous ne remarcherez plus jamais ». Et Claude a refusé ce pronostic et il a mis en œuvre, et là je tiens à le dire, il a mis en œuvre intuitivement, avec intelligence, mais sans connaître les techniques qui intéressent beaucoup les neurosciences aujourd'hui, toute une série de, je dirais tout un rituel de réappropriation de son corps. Il s'est dit au fond, si mon organisme a déconné, peut-être que là je peux le reprogrammer autrement. Enfin, il le dira peut-être beaucoup mieux que moi. Mais ce qui m'a intéressée en tant que psychologue, c'est que je suis passionnée par le fait que l'être humain a des ressources insoupçonnées, auxquelles malheureusement souvent il ne fait pas assez appel, et que le cas de Claude, enfin l'histoire de Claude montre que quand on se réapproprie ces ressources, lorsqu'on mobilise aussi les forces de la pensée, de l'esprit, eh bien le corps suit. Pas toujours évidemment, mais souvent. Et nous avons pensé que ce livre pourrait être utile pour les malades dans leur façon de s'approprier leur maladie. C'est-à-dire, c'est une attitude face à la maladie. Voilà c'est la curiosité, au fond, qui m'a poussée à faire ce livre avec lui. C'est-à-dire que vous aviez un cobaye avec vous, qui est Claude, parce que s'il y a quelqu'un qui a pris sa maladie en main, c'est lui. Oui, mais je me suis dit, pourquoi ne pas montrer ce qu'il a fait? Parce qu'il a fait un premier livre qui est formidable sur son histoire. Mais là, on a ciblé vraiment sa méthodologie, ce qu'il appelle d'ailleurs les clés de son corps. Alors, Claude, c'est quoi votre méthodologie? C'est un secret. En fait, c'est aimer la vie. J'ai bien aimé la phrase de Confucius tout à l'heure. Il y a 2 vies et la deuxième commence juste après ma maladie. Lorsque j'ai décidé de reprendre mon corps, les clés de mon corps, parce que j'ai été tétraplégique pendant environ 14 mois. Enfin, j'ai hanté les lits d'hôpitaux pendant 14 mois, complètement tétraplégique suite à un syndrome de Guillain-Barré particulièrement sévère. Et comme tu disais, Marie, il y a eu 2 attitudes de médecins. Il y en a un excellent neurologue, d'ailleurs au passage, qui, en lisant l'électromyogramme qu'il était en train de me pratiquer, lorsque ma femme et ma famille devinaient que c'était relativement grave pour moi, ma femme s'est penchée en disant qu'est-ce qui se passe? Vous savez, mon mari est un ancien sportif, évidemment, elle avait les yeux de chimène pour moi. Il va se battre et il va faire beaucoup de kiné pour se remettre debout. Et cet excellent neurologue lui a dit, mais vous n'avez pas l'air de bien comprendre, madame, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus, malheureusement, il ne remarchera plus. Donc c'était au passage quand même un excellent neurologue, seulement au plan psychologique, peut s'améliorer. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer un mec en blouse blanche
qui lui aussi est chef de service, mais c'est d'abord un mec avant d'être docteur, et qui m'a offert une petite graine d'espoir. C'est le chef de l'AREA d'Orléans. Je fais un petit peu de pub. Si vous passez par Orléans en réanimation, allez le voir de ma part. Il y aura toujours un lit pour vous. Non, c'est une mauvaise plaisanterie, bien évidemment. Je vous le souhaite surtout pas. Et lui, il a immédiatement su que j'avais l'atteinte axonale. Il s'est assis humblement au pied de mon lit en me disant, vous savez, j'ai vu des cas inexplicables, inexpliqués. La médecine, ce sont que des statistiques. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire de votre maladie. Alors lui, à cet homme, je dis merci parce que cette petite graine d'espoir qu'il m'a laissée dans le noir du diagnostic précédemment entendu, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir des forces. Et tout à l'heure, je reprends la phrase qu'un intervenant a dit. Effectivement, le malade a aussi une part pas de responsabilité, mais d'action pour booster tous les soins médicaux qu'on peut avoir. Et grâce à ça, j'ai imaginé un jour pouvoir redevenir un homme debout. Et même, voilà, et ma petite canne qui me sert de temps en temps, même si je ne fais plus des courses ou des marathons. Ça, c'était ma première vie. J'allais très très vite, je courais après les chronos. Et maintenant, le deuxième homme que je suis, grâce à ma petite canne, pour faire mon Dr House de temps en temps, eh bien, je suis au ralenti. Et grâce à ça, j'ai le temps de voir la vie qui passe et de la goûter. Je suis devenu un peu une éponge à bonheur, si je peux dire. J'ai choisi, en fait, j'ai choisi de vivre, quoi. Bien sûr, j'ai eu la chance d'avoir une maladie qui peut être réversible, mais je pense avoir boosté un peu l'effet placebo. Donc vous avez appris à prendre votre maladie en main, oui, à vous soigner finalement vous-même, en tout cas à diriger vos comportements, les bons comportements qu'il faut adopter pour vaincre la maladie. C'est pas une leçon, mais par exemple dans ce livre-là, il y a une page où je mets en avant quelque chose que j'imaginais lorsque j'étais tétraplégique en proie à des douleurs terribles. C'est ce qu'on appelle l'homonculus de Penfield. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en 2 mots, c'est la représentation schématique du corps humain. C'est un éclaté exagéré des zones du cortex humain. Donc c'est un petit bonhomme qui a des mains énormes, qui a des pieds, qui a une grosse bouche. Et finalement, d'une manière intuitive, je me disais, moi, tétraplégique depuis si longtemps, si je n'imagine pas mon corps bouger à nouveau, cette zone du cerveau risque de s'atrophier au profit des idées noires. Et j'ai engagé comme un voyage immobile, sans arrêt, j'imaginais mes doigts bouger, écrire, caresser, cogner, boire un verre avec les copains. J'imaginais mes pieds marcher à nouveau, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Aujourd'hui, j'ose le dire, mais imaginez bien qu'à l'époque, j'en avais... L'imaginaire et le réel se confondent avec... Oui, alors je ne sais pas si ça a aidé... Marie, comment ça vous fait réagir quand il dit ça, Claude? Vous, en tant que psychologue? Ça reste quand même mystérieux, les liens entre l'esprit et le corps. Mais c'est le pouvoir de la conviction. On connaît maintenant scientifiquement ce que c'est que l'effet placebo. Hein. On sait qu'effectivement, un produit qui n'est pas actif peut avoir le même effet qu'un produit actif à partir du moment où la personne est convaincue que ce produit va agir. Donc c'est un peu... Je pense que ce qu'on retrouve chez Claude, c'est cette force, ce pouvoir de la conviction. Et il s'est convaincu qu'un jour, il pourrait se remettre debout, c'est le cas, marcher. Et cette conviction, plus le fait que c'est quand même un tempérament de sportif. Oui, il a un tempérament heureux aussi. Et aussi de sportif, je vais le dire parce que ça veut dire que le sens de l'effort, tous les jours, il se visualisait marchant. Il n'a pas baissé les bras, il ne s'est pas découragé. Et ça n'a pas été facile. Et dans le livre, il aborde le fait qu'effectivement, c'est quand même un combat difficile. Mais voilà, un jour, il a commencé à bouger
Et là, Oui, en fait, c'est répétitif tout le temps. J'ai imaginé le mouvement sans arrêt. J'avais lu une fois, bien avant que je sois handicapé, un bouquin pendant la guerre du Vietnam. Il y avait des Américains qui ont été faits prisonniers par les Viet Cong et on les avait enfermés dans des cages en osier. Et les bourreaux les avaient laissés pendant, je ne sais plus, 5-6 mois, comme ça, recroquevillés. Et finalement, au bout de 6 mois, les tortionnaires ont décidé d'ouvrir les cages et leur dire à leurs prisonniers partez et on tire dans 1 minute, peu importe. Et finalement, tout le monde s'est écroulé, puisque le mouvement étant absent pendant 6 mois, les articulations s'ankylosent et ne pouvaient pas fonctionner. Et il y en a un qui a réussi à marcher, plus ou moins, c'est celui qui avait imaginé toujours le mouvement. C'est une lecture que j'avais eue peu de temps un peu avant, donc ça, plus l'homonculus de Penfield, et puis la rage de vivre aussi. Je voulais tellement avoir mes jambes, tellement avoir mes mains, que quelque part, il y a comme une forme d'énergie du désespoir, vouloir à tout prix redevenir une éponge à bonheur, reprendre la vie comme ça. C'est quand même un numéro, Marie. c'est un cas. C'est un cas tout à fait exceptionnel. exceptionnel. Évidemment, avec ton œil de psychologue et avec une loupe, tu m'as observé. Non, je crois que quand on est privé de quelque chose, la saveur est décuplée. Moi qui aimais marcher, je marchais sans me rendre compte. J'écris dans le premier livre que les valides venaient me voir en réanimation, ils prenaient un petit peu de respiration, ils ouvraient la porte et ils étaient assez tétanisés, angoissés à l'idée de me voir. Il y en a un ami qui m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Je lui ai dit une seule chose, lorsque tu vas fermer la porte et que tu vas partir, pense à ce que tu fais, c'est-à-dire mettre le pied droit devant, puis ensuite le pied gauche et le pied droit. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Je rêve de ça. Je ne rêve pas de gagner au loto, je rêve rien. J'aurais vendu mes CD de jazz, ma maison, ma bagnole, même ma femme, je crois, pour avoir... Non, je l'aurais racheté après, évidemment. Elle n'est pas là dans la salle. Mais parce que les mains, les pieds... C'est terrible, c'est un clin d'œil aussi au monde du handicap, le bouquin, parce que j'étais un privilégié de vie, tout allait bien pour moi, et j'ai découvert le monde du handicap avec ses richesses aussi, parce que les gens qui sont handicapés, ils ne sont plus dans le paraître, ils sont dans l'être, et ça, c'est quelque chose de très touchant. Bah écoutez, bravo, il est édité chez qui ? Chez Robert Laffont. Voilà. Et ça s'appelle Le patient stratège. Non, j'ai choisi. Ça ne s'appelle pas du tout Le patient stratège. Non, ça s'appelle... Alors, je vais le refaire au ralenti. Ça s'appelle bon, bah alors, J'ai choisi de me battre, j'ai choisi de guérir. Bravo, bravo. Merci à tous les deux. Merci vraiment. Donc je rappelle que vous faisiez partie du jury et donc maintenant nous allons présenter les livres et les auteurs en compétition, c'est-à-dire 9 ouvrages. Je vais demander à Bertrand de Saint-Vincent, qui est président du jury, de venir nous rejoindre, accompagné de 3 de nos auteurs en compétition, Olivia Catan, Barbara Leblanc et Jacques Bertrand. Quand je vois cette soirée quasiment hollywoodienne, et que je me souviens de nos débuts il y a 7 ans sur un coin de table, quand on a lancé le prix Parole de Patient, je suis assez époustouflé. C'est une soirée que je qualifie d'hollywoodienne parce qu'elle en a la gaieté, ce qui peut surprendre quand on connaît le sujet.
Mais elle est presque mieux qu'hollywoodienne parce qu'il y a une sincérité, une chaleur, un optimisme qui laisse assez admiratif. Quand nous avons créé le prix, donc Parole de patient, il s'agissait de récompenser un ouvrage, un livre, parlant de la maladie. À l'époque, ce n'était pas si courant que ça. Nous avons été soutenus dès le départ par le LEM, mais peut-être avait-il des doutes. Je pense que maintenant, ils sont totalement levés, parce que le genre s'est développé, s'est amélioré. Au début, nous avions des témoignages un peu, on ne va pas dire primaires, mais assez cliniques sur la maladie. Et maintenant, nous avons des vrais livres. Ces livres, ce que Claude Pinault ne vous a pas dit, c'est qu'en fait, l'une des clés aussi de sa guérison, c'est qu'il savait qu'il fallait qu'il s'en sorte pour écrire un livre. Et il a donc écrit le syndrome du bocal, et parce qu'il voulait à tout prix avoir le prix Parole de patient qu'il a obtenu. Et ça, je pense que ça fait partie, en tous les cas, la manière dont il l'a écrit. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement, parce que vous l'avez entendu, et déjà quand on l'entend, on comprend que c'est un personnage qui a du caractère, et quand on le lit, on en a la certitude. Là, nous allons recevoir ce soir donc 3 des auteurs sélectionnés sur les 9 qui vont présenter assez succinctement leur livre et nous expliquer aussi, nous parler aussi un peu de la stratégie qui est quand même qu'elles ont employée pour lutter contre la maladie. Je commencerai par Barbara Leblanc. Bonsoir. L'auteur d'Anorexie, 10 ans de chaos, aux éditions Volume. Donc Barbara, vous avez 17 ans, je pense, lorsque c'est ça. Vous refusez de vous nourrir. Je supprime les aliments de mon alimentation. Voilà, vous supprimez. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là, de votre état d'esprit ? Oui, je m'en souviens puisque je l'ai écrit dans le livre. Donc oui, je m'en souviens. Je supprime, au fur et à mesure des jours, je supprime des catégories entières d'aliments. Donc ça part des féculents, de la viande, et je supprime tout pour ne laisser finalement que les fruits et les légumes. Et donc en quelques mois, je passe d'une 50aine de kilos à 32. Et vous les supprimez quoi ? Sur un coup de tête, sur un coup de... Non. C'est parce que j'ai commencé par avoir une mononucléose qui m'a permis de perdre quelques petits kilos et qu'à l'époque, j'étais contente de perdre ces quelques petits kilos. Et puis je me suis dit, je vais continuer. Et insidieusement, je me suis mis à supprimer les aliments et finalement à continuer à perdre du poids sans jamais me fixer aucune limite, ce qui a fait que je suis tombée si bas, avec plus que la peau sur les os. Réellement. Et un jour, vous décidez de réagir ? Alors bien plus tard, parce qu'il y a plein d'étapes et de hauts et de bas, mais bien plus tard, dans une phase de très très bas, où en plus d'avoir supprimé des aliments pour maigrir encore plus, j'étais hyperactive, donc je faisais des heures de sport, je me levais la nuit pour aller courir. J'ai fini par sentir mon corps qui lâchait, et mon esprit aussi. Et en fait, j'étais à 2 heures de mourir. Et là, d'être aussi proche de la mort, j'ai eu à faire ce choix, finalement, si je voulais continuer à vivre ou si je voulais mourir. Et j'ai réagi et j'ai dit ce que je n'avais jamais dit depuis toutes ces années et que tout le monde me répétait pourtant, qu'il fallait absolument que je me fasse hospitaliser. Et donc là, j'ai dit OK, je me fais hospitaliser. Et donc, j'ai passé 2 mois dans un service de réanimation où j'avais comme seul objectif de me nourrir, dans des conditions très rustiques et très inhumaines à mon goût. Mais au moins, j'ai repris les kilos qu'il fallait. Mais là où ça a pêché, c'est que je n'étais pas suivie sur le plan psychologique. Donc, quelques mois plus tard, je retombais dans la spirale infernale de cette maladie. Mais, parce qu'il y a un mais, j'avais quand même en moi si j'avais eu ce déclic et que j'avais finalement choisi de vivre, c'est que j'avais en moi cette envie de combattre cette maladie, mais que je ne savais pas trop comment faire, parce que justement on parle de la stratégie et qu'il n'y a pas de stratégie toute faite,
Et finalement, je me suis un petit peu débrouillée toute seule, en essayant de trouver des médecins par-ci par-là, des psys avec qui ça allait, des gens qui allaient m'écouter, qui allaient être là pour entendre ce que j'avais à dire, et finalement pour entendre toute la souffrance qu'il y avait en moi et qui me rongeait de l'intérieur. Et il y a une personne notamment, parce qu'il n'y a pas que cette personne-là, mais j'ai rencontré un ostéopathe qui m'a tendu la main et qui, pendant des années, était là pour m'écouter et soigner aussi bien mon corps qui était très très affaibli et rongé par la maladie, que mon esprit, et qui finalement a mis le doigt sur ce qui n'allait pas et ce qui m'avait fait sombrer dans cette maladie-là. Ce qui m'a permis en fait de me reconstruire sur le plan physique, sur le plan psychique, et aussi de reconstruire une vie sociale, car cette maladie avait supprimé tout ça. Parce que quand on est anorexique, on n'a qu'une obsession, c'est vouloir perdre son poids. Aller boire des verres ou aller au restaurant le soir avec ses amis, on les refuse vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que je m'en suis sortie et que je suis là ce soir pour en parler. Merci pour ce témoignage tout à fait parlant. Deuxième expérience douloureuse. Olivia Catan, D'un monde à l'autre, aux éditions Max Milo. Votre fils Ruben a 4 ans, je pense, je crois, lorsqu'il vous découvrez qu'il est atteint d'autisme. Comment est-ce que vous pouvez vous remémorer cet instant? Est-ce que c'est un instant où on le découvre? Est-ce que c'est une succession d'instants? Déjà, j'aimerais dire que c'est pas triste, l'autisme. C'est quelque chose, aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à comprendre mon fils. Et c'est vrai que quand je voyais des signes avant-coureurs, un regard qui s'échappait, un prénom auquel il répondait pas quand je l'appelais, et j'ai mis du temps à comprendre. J'avais déjà connu le handicap puisque mon frère est handicapé. Et puis mon frère, on l'a mis dans des hôpitaux de jour, on l'a gavé de médicaments et malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas autonome. Et donc j'avais déjà toute cette souffrance de petite fille, de sœur, face au handicap de son frère. Et quand on m'a dit ça pour mon fils, quand un médecin formidable, d'ailleurs à 4 ans, mon fils avait 4 ans, on est allé le voir comme ça, on était tous, puisque j'ai 2 filles aussi, et il nous a dit: vous avez 2 filles merveilleuses, votre fils, mettez-le dans un hôpital de jour et jetez la clé, oubliez-le. À ce moment-là, je suis tombée dans les pommes et je crois que quand je me suis relevée, j'étais pas mieux. On a passé notre temps à être vraiment dans un désespoir total. C'est encore dur d'en parler, mais même si j'ai écrit un livre d'ailleurs, mais on était dans un désespoir total parce qu'on était seuls. Malheureusement, on avait beau se tourner dans tous les sens, aller voir des médecins, parce qu'on s'imagine qu'un médecin va trouver la solution, va venir vous aider. Et en fait, personne ne nous aidait. Donc on était dans un isolement, enfermé pratiquement dans le même autisme que notre fils avait. Et puis, on a eu la chance de partir à l'étranger parce qu'on m'avait parlé d'un professeur qui avait mis en place une méthode éducative. Et je dis bien éducative, qui s'appelle la méthode Feuerstein. C'est tout simple, c'est plein de bon sens. C'est 5 heures de stimulation cognitive, 5 heures où on apprend à l'enfant à parler, à toucher, à faire du sport. C'est des choses très très simples finalement, à jouer à des jeux d'enfants, à jouer avec un petit garage d'enfants, à faire monter des voitures, à faire descendre des voitures, à nommer les choses. Et ce professeur a réussi, alors que mon fils ne parlait pas, ne communiquait pas avec nous, se cognait la tête dans les murs. Donc c'était des moments très très difficiles à vivre. Un jour, un matin, au bout d'une semaine de stimulation, moi je passais mon temps à rêver toutes les nuits que mon fils allait enfin me parler. Et un matin, il s'est réveillé et il m'a dit « Maman, comment ça va ?» Et ça, pour moi, c'était la plus belle phrase qu'on pouvait me dire, que n'importe quel « je t'aime ». Et ce « maman, comment ça va ?» il me l'a dit un matin comme ça. Et puis après, il y a d'autres mots qui sont arrivés, d'autres regards. Et puis, au bout d'un mois de cette stimulation, il est venu se serrer contre moi alors qu'il ne supportait pas le contact, il ne supportait pas qu'on lui touche les cheveux, il ne supportait pas qu'on le regarde dans les yeux. Et là, il s'est jeté dans mes bras et puis il m'a dit « Maman, je t'aime ». Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans ma vie. Et mon fils, et comme beaucoup d'enfants autistes, parce que j'ai créé une association après, à la suite de toute cette expérience. Bon, déjà, aujourd'hui, il va bien. Il est en CE2, il a 14 de moyenne.
il est amoureux d'une petite copine, il a plein de copains, il aime la récré, il aime plein de choses. Et il m'a... Enfin, tout ce qu'on a pu traverser pendant toutes ces années, parce qu'on a vraiment traversé des moments très difficiles et d'isolement. On était aussi vraiment dans un isolement même social, parce qu'on finit par plus sortir. On a peur du regard des gens dans la rue, on a peur du regard de notre famille, on a peur de tout le monde. Et on finit par être totalement coupé du reste du monde. Et aujourd'hui, voilà, il va bien. Et ce que je veux dire, c'est que l'autisme, c'est vraiment une richesse. Et cet enfant, il m'a fait gagner du temps sur beaucoup d'années de ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a donné un sens. Vraiment, il m'a montré le sens de la vie. Et aujourd'hui, je vois plus la vie du tout de la même façon. On a un autre regard posé sur les choses et sur les gens. Et ce regard-là, j'aimerais bien qu'un jour, la société française évolue et accueille ces enfants vraiment dans la société, à l'école, dans les centres sportifs, dans les conservatoires. Parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'enfants qui vont à l'école, il y a très très peu d'enfants qui font du sport. On les rejette, on a peur d'eux parce qu'on ne connaît pas cette maladie. Et cette différence-là, c'est une sacrée richesse parce que je peux vous dire que vous changerez votre regard sur le monde. Merci beaucoup, Olivia Catan. Je découvre que nos auteurs sont également des orateurs remarquables. Donc on pourrait peut-être... J'ai parlé avec mon cœur, là. Ah. Voilà. Eh bien, le cœur a très bien parlé. Maintenant, on va interroger l'estomac. De Jacques Bertrand, Comment j'ai mangé mon estomac, c'est le livre le plus mince. Puisqu'il n'avait plus d'estomac, il a fallu qu'il écrive court. Vous, c'est assez vous dites, par exemple, qu'il y a deux sortes de désespoir. Il y a le désespoir modeste, et puis il y a le désespoir un peu plus démonstratif. Et vous, dites-vous, ben moi, je suis, ça dépend des jours. Et dès le début, en réalité, vous prenez votre maladie avec une espèce de dérision, qui est l'un de vos traits caractéristiques. Je lis une phrase, par exemple. Lorsque les choses arrivent, il faut croire que je me suis fait à l'idée qu'elles allaient venir. Je les prends plutôt tranquillement. Un cancer ? Pourquoi pas ? Ça arrive à un tas de gens, y compris aux plus optimistes. Lorsqu'on vous annonce que vous avez un cancer de l'œsophage, vous réagissez comme... Et de l'estomac, oui. Et de l'estomac, vous réagissez comme ça, avec une sorte de distance ? Je l'ai appris petit à petit. Au début, on m'a dit, c'est vraiment au début, c'est pas grave, on va vous enlever ça par les voies naturelles. Et puis, au fur et à mesure des examens, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus grave que ça, et ça finit par un an de traitement et d'opération. Mais, je veux dire, j'aime pas trop le mot dérision, ni la chose d'ailleurs. Alors, d'un autre côté, le mot humour est tellement galvaudé. Moi, j'ai envie de parler de sourire. Ce que j'aime dans la littérature des autres, c'est surtout le mélange de pensées, il en faut un peu. Quelqu'un comme Pascal en a même fait un livre entier. Ça lui a pas mal réussi, mais pour moi, ça manque un peu de sourire. Donc j'aime bien un peu de sourire en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, je me suis jamais senti... Je me suis pas révolté contre la nouvelle. J'ai dit, oui, pourquoi pas moi ? Et d'un seul coup, j'ai eu le sentiment que de toute façon, j'étais à ma place. Et puis, ce qui m'a toujours aidé dans la vie, depuis l'âge de 10 ans et demi, j'ai appris ça aussi déjà sur un lit d'hôpital après la chirurgie osseuse, c'est qu'il fallait chanter. Il faut chanter les choses comme au sens poétique du terme. Il y a un vieux chef, Sioux Lakota, qui dit... dans chaque chose, il y a une chanson. Je crois que c'est vrai. Il faut en trouver les paroles et la musique. Et donc, j'ai pensé que j'allais aussi essayer de chanter ce cancer. Le fait de prendre ça comme une aventure à vivre et à raconter, parce que dans ma vie, depuis très longtemps déjà, l'écriture et le partage de l'expérience et de l'aventure, c'est ma vie entière. Alors vous apercevez, même si au début vous avez une certaine distance, effectivement que très, très vite c'est quelque chose de terrible à vivre, puisqu'on vous retrouve quelques pages plus loin. À la fin de mon 2e mois au pavillon des cancéreux, la vie n'est plus drôle du tout.
La nausée ne connaît plus de rémission, lassitude extrême, aphte, mycose, troubles intestinaux, sciatiques, appétit inexistant, dégoût. Qu'est-ce qui est le plus dur dans cette épreuve que vous avez traversée? Les nausées, l'aspect physique, l'aspect... Oui, c'est surtout comme il y a un moment où vous savez, on atteint un niveau où tout arrive en même temps. Les mycoses buccales effrayantes, on peut même pas avaler une cuillerée de soupe, ça fait mal. Et des choses comme ça, un ensemble de choses, de fatigue et tout ça, mais ça dure qu'un certain temps. On a entre 2 séances de chimio très fortes, on a un peu de répit. Et on retrouve, en tout cas moi, j'ai retrouvé assez régulièrement l'envie de vivre et puis le sentiment que la vie était quand même bien faite, bizarrement. Et puis j'ai fini par demander des vacances, qu'on ne voulait pas je voulais retarder mon dernier mois de chimiothérapie de 15 jours. On me l'a refusé et puis il se trouve qu'à ce moment-là, les résultats ont prouvé qu'il fallait m'opérer. C'est le bon moment pour m'opérer, donc j'ai échappé au 3e mois de chimiothérapie avant l'opération. Est-ce que vous avez constaté, parce qu'en écoutant les témoignages, on s'aperçoit que l'humain est très important et les gens qu'on rencontre, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que vous avez rencontré à l'hôpital ou dans les soins que vous avez traversés un ou plusieurs ou des personnages qui vous ont, on va dire, aidé à vous sortir d'affaires? Oui, d'une manière générale, je fais confiance à la médecine de mon pays, mais elle a quelques progrès à faire, surtout pour ce qui concerne la douleur, on a fait beaucoup de progrès. Pour ce qui concerne la courtoisie, les progrès sont moins rapides. Il n'y a pas qu'en médecine, d'ailleurs. Oui, il n'y a pas qu'en médecine, c'est sûr, mais c'est un monde où quand on est allongé sur un lit d'hôpital avec des tuyaux partout et qu'on est déjà très fatigué, si en plus on nous considère comme un sous-être humain, comme retourner en enfance ou alors déjà dans la sénilité, c'est quelquefois un peu dur. Et moi, j'avais un peu tendance à me révolter contre ça. Mais finalement, ça a dû me donner des forces. Bon, j'espère que le message est bien passé. Bravo pour ce témoignage. Et maintenant, nous allons poursuivre cette soirée hollywoodienne par la remise du prix. Je vais demander au président du LEM de venir nous rejoindre, Patrick Héra. Et donc, nous allons vous donner une enveloppe et le moment solennel est arrivé. La tâche terrible que d'ouvrir. Voilà. En fait, on se met toujours un petit peu trop en arrière. Vous se mettez un petit peu plus en avant. Il faut se mettre sur la croix. Oui. Dites-moi, c'est très réglé votre truc. Hein, très réglé. Vous n'avez pas tout dit en fait quand on a préparé. Le coup de la croix, vous ne me l'avez pas dit. Mais non, mais je l'avais oublié. Vous l'avez dit, vous, le coup de la croix? On me l'avait dit. Alors, on n'a pas prévu de roulement de tambour, mais... Alors, le vainqueur, puisque c'est un homme, c'est Jacques Bertrand. Bravo. Je crois qu'il faut quand même absolument applaudir l'ensemble des œuvres qui, ça a été dit, étaient de grande qualité et vraiment... bravo à tous, bravo pour le courage littéraire et la qualité littéraire, et bravo à vous, monsieur, pour votre témoignage. Peut-être que vous avez envie de dire merci, je sais pas, non, mais exemple. c'est pas obligé. Par exemple, oui, merci beaucoup. C'est un livre qui, en plus, m'a amené plein de témoignages, y compris de médecins qui ont connu le cancer pour eux-mêmes, et qui m'a des retours qui m'ont vraiment comblé dans le partage des émotions, le partage du sourire aussi, malgré tout. Donc, vous contribuez à me combler encore davantage. Alors, vous savez que votre éditeur est là. Les éditeurs sont là. Le président et la directrice des éditions Julliard, oui, qui me publient depuis 30 ans. Ah,
Bon, venez nous rejoindre, bien sûr. Je voudrais vous remercier d'avoir couronné un auteur auquel nous sommes extrêmement attachés depuis très longtemps. Chaque fois, on a dû publier une vingtaine de livres de Jacques, donc chaque fois, ça a été un moment très touchant, éblouissant. Il y a chez Jacques une volonté depuis toujours de faire une œuvre. C'est-à-dire tous ces livres parlent de la même chose, c'est-à-dire ce conflit tout à fait étonnant de l'humanité dans tout son aveuglement, son courage et parfois sa sottise face à la vertigineuse complexité de l'univers. Et pour dire ça, ce qui n'est pas simple, il faut le reconnaître, il a travaillé sur un matériau qu'est le langage. Et c'est un travail extrêmement compliqué, ardu, quotidien, que les gens ne mesurent pas, dont les gens ne mesurent pas la difficulté. Et pour trouver le point exact, pour faire se rencontrer une lucidité assez terrible et une légèreté lumineuse, il faut beaucoup de travail. Et ce travail, il l'a fait et continue à le faire avec un talent tout à fait étonnant. Et quand la maladie l'a frappé, comme elle l'a frappé avec quand même une brutalité terrible, il a repris exactement la même attitude, c'est-à-dire comment trouver ce point d'équilibre qui est si difficile à trouver. Et il a écrit un très très beau livre que je suis sûr vous êtes impatient de lire. Nous le ferons. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, nous le ferons. Alors, je crois qu'il me revient la tâche de dire le mot de la fin et de conclure. Mais comment conclure après autant de témoignages qui me rappellent aussi à l'époque où je m'occupais des patients. Je m'en occupe toujours, mais un peu différemment aujourd'hui. Et je me suis demandé, en vous écoutant, que dire pour finir une telle cérémonie. Alors, monsieur, laissez-moi partager avec vous un souvenir personnel. Peut-être que ça sera la meilleure conclusion. Il se trouve que, ironie du sort, lorsque j'étais médecin praticien hospitalier, j'étais gastro-entérologue, figurez-vous, et j'étais à l'hôpital de Saint-Denis, dans le 93. Voilà. Et j'avais, un jour, j'ai un souvenir qui m'est revenu en vous écoutant. J'avais un patient qui était, comme beaucoup de patients de cet hôpital, un patient émigré des années 70, patient algérien, qui était venu me voir, un monsieur qui à l'époque avait une cinquantaine d'années, et qui avait des maux d'estomac, chose qui est assez banale finalement en gastro-entérologie. Mais je me souviens qu'il y avait sur son visage une inquiétude qui n'était pas usuelle. Il portait sur lui une espèce de conviction intime qu'il avait quelque chose de grave, alors que vous le savez, fort heureusement, on peut avoir des brûlures d'estomac sans que ce soit bien grave, et c'est d'ailleurs la plupart du temps, fort heureusement, bénin. Mais je ne sais pas pourquoi il traduisait dans sa façon de me parler quelque chose qui relevait du pressentiment. Et j'avais été frappé par le fait que je n'arrivais pas à trouver les mots pour le rassurer. Pourtant, Dieu sait si on a parlé, je lui ai expliqué ce qu'on allait faire, etc. Mais il était vraiment intimement convaincu qu'il avait quelque chose de grave. Et il se remettait à moi comme, quelque part, une personne amoindrie déjà se remet au sachant. C'est-à-dire que je détenais le pouvoir de savoir. Et je me souviens, ça m'avait marqué dans son attitude, la façon dont, l'humilité avec laquelle il se remettait au sachant. On a fait ce qu'il fallait faire, une fibro à l'époque, et puis on a effectivement trouvé qu'il avait un cancer de l'estomac. Il a guéri de son cancer, il a été opéré, il a guéri de son cancer. Mais avant qu'on l'opère, il était revenu pour que, évidemment, on lui donne les résultats de sa fibroscopie, qui est un moment difficile. Et je lui annonce, avec certainement plus de temps et peut-être plus de courtoisie que ce que vous évoquiez tout à l'heure. À l'époque, on était formés aussi à ça. Et je lui dis, voilà, ce qu'on va faire, il faut que vous compreniez, on va vous guérir de cela, on va faire en sorte que vous puissiez guérir de tout cela. Et puis, j'étais frappé par le changement d'attitude au moment où il a eu le diagnostic. Il avait repris presque une sérénité, une espèce, ce que vous décriviez très bien tout à l'heure, une espèce de normalité à ce qu'on lui disait. Et il m'a dit ceci, je m'en souviens très bien, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, docteur. C'était à moi qu'il s'adressait, ne vous inquiétez pas. Vous avez fait ce qu'il faut,
Et il fait ce geste, il fait « Dieu fera le reste, Inch'Allah ». Eh bien, ce patient avait restauré l'équilibre entre le sachant et celui qui était inquiet en plaçant Dieu à ses côtés. Monsieur, en écrivant votre livre, vous avez placé Dieu à vos côtés. Bravo. Voilà, c'était ma conclusion, c'était ce que je voulais partager avec vous. Et vous remercier, chère Marie-Odile, de votre animation. Merci au jury, merci à tous ceux qui œuvrent au LEM pour cette cérémonie et pour cette manifestation que, bien sûr, on a hâte de pérenniser et de vous retrouver pour une 8e édition, c'est ça ? Ça sera une 8e édition. Excellente soirée à tous. Merci.